Ah. Euh, Premièrement, je m'excuse, j'ai pas eu le temps ou pris le temps de la traduire. Cela dit, elle est en open source, on va en parler après. Donc, si vous allez sur mon GitHub, quelqu'un peut faire une pull request, c'est écrit en ASCII Doctor, donc vous pouvez utiliser votre éditeur favori et la traduire. Donc, on va voir si j'aurai une pull request à la fin de la session. Aujourd'hui, on va parler de essayer d'améliorer votre workflow en utilisant des outils d'automatisation. Alors, en général, c'est un peu plus facile pour nous développeurs d'utiliser des lignes de commande, mais n'importe quoi qui peut vous automatiser votre travail, vous allez voir, c'est un petit peu l'univers que j'ai fait. Et moi, je suis pas un barbu, j'utilise un Mac, même si je travaille pour Red Hat, voilà, je suis pas sous Fedora. Mais malgré tout, voilà, j'ai ce côté hacker de l'open source et du coup, quand j'essaie toujours d'améliorer un petit peu mes outils. Et donc, je me suis intéressé au terminal et la raison pour ça, c'est que ma machine précédente avait un disque rotatif classique et bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle était de plus en plus lente et du coup j'essayais de limiter tout ce qui était interface graphique un peu lourde, voilà. Et donc j'essayais de convertir tout ce que je pouvais dans mon terminal. Ça allait même jusqu'aux emails où je les lisais, je les lis encore dans Mutt. Mon IRC, je le lisais dans un truc terminal des lignes de commande, etc., etc. Alors maintenant, j'ai eu une nouvelle machine, ok, super, mais j'ai gardé une bonne partie de ces automatismes et je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai bien aimé un petit peu dans cette expérience. Alors, j'ai perdu beaucoup de temps, enfin, j'ai passé beaucoup de temps à optimiser ces trucs-là. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement qui est clair? Pas vraiment, mais par contre, enfin, pas probablement. Si vous vous dites, je vais utiliser ça parce que dans 15 jours, je vais avoir gagné les 3 secondes que je gagne à chaque fois, c'est pas forcément évident. Mais par contre, vous allez voir que les workflows ou dans votre tête, vous dites, il faut que je fasse cette commande-là dans Git et ensuite que j'aille dans mon navigateur et que je clique sur cette URL et que je rentre tel truc et ensuite que j'aille dans voilà, ce workflow qui est à la main dans votre cerveau, qui vous fait oublier ce que vous étiez en train de faire, c'est-à-dire coder par exemple. Et ben là, moi, je l'ai automatisé. Donc, je lance un script, le truc se fait et mon cerveau continue à travailler sur ce sur quoi je suis payé à penser. Alors, tout est réalisé en What the fuck Public License, qui est une vraie licence. Je ne sais pas si on peut zoomer, voilà. C'est un peu dur à lire, mais en gros, ça dit vous faites à peu près ce que vous voulez. Enfin, vous faites complètement ce que vous voulez. Et l'avantage de cette licence, c'est qu'elle s'écrit en 2 lignes dans vos scripts, ce qui est beaucoup plus utile que la licence Apache qui fait 3 milliards de lignes. Avec un script qui fait 10 lignes, c'est un petit peu dommage. Donc là, en 2 lignes sur le script, vous voyez, j'ai la licence. Et en plus, elle est relativement libre, on va dire. Vous pouvez suivre tout ce que j'ai mis, y compris les scripts, etc., dans mon GitHub. Donc, Emmanuel Bernard, tout attaché, et puis c'est Command Line Nuts. Donc, on va commencer par les fondamentaux. Si vous voulez utiliser votre ligne de commande, il vous faut un terminal. Donc, moi, je suis sous Mac. Vous pouvez utiliser Apple Terminal. Jusqu'il y a très récemment, j'utilisais uniquement ça. Ça marchait très, très bien. J'utilisais un petit truc intéressant par-dessus qui s'appelle Total Terminal qui me permettait de faire descendre ma ligne de commande sur ce que je suis en train de faire. Et je le mettais jusqu'à la moitié de l'écran à peu près, ce qui était pratique parce que je pouvais voir un petit peu au-dessus, en dessous et travailler. Donc maintenant j'utilise iTerm. iTerm fait la même chose. Je me rappelle plus pourquoi j'ai bougé, mais c'est pas très important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que dans cette approche ligne de commande, vous allez avoir plein de petits outils qui font un truc et qui le font super bien. Mais ça veut dire plein de petits outils qui évoluent à des cycles de vie différents. Et donc, il vous faut un package manager d'une manière ou d'une autre pour gérer ça. Si vous êtes sous Linux, c'est un peu là par défaut. Donc, vous faites un yum ou un RPM, ce que vous voulez. Sous Windows, allez pour Cygwin ou des trucs équivalents. Sous Mac, il y a un truc qui s'appelle Brew. Pour ceux qui ont des Mac qui n'ont pas encore installé, il faut absolument que vous le fassiez. Moi, je peux vous montrer la liste des éléments que j'ai installés explicitement. Et après, il y a les dépendances, donc c'est encore plus long. Voilà. Tout ça, c'est mes outils que j'ai installés. Et donc, régulièrement, je fais un brew update, upgrade, et ça me met à jour ces choses-là, et j'ai pas à le gérer. Brew, il y a des milliards de trucs. Donc, en général, vous aurez à peu près tous les outils intéressants à votre disposition. Donc ça, c'est le premier truc.
Le deuxième truc, c'est que, je ne sais pas vous, mais que si vous travaillez un petit peu sur le terminal, alors vous avez un truc avec Maven ici, puis vous avez un deuxième truc avec, je sais pas, une commande SSH, et puis etc., etc., etc. Puis vous vous retrouvez avec 5 milliards de... Et alors, j'ai perdu ma présentation, c'est génial. Enfin, vous vous retrouvez avec 5 milliards de tables et vous ne savez pas où est quoi, d'accord? Donc là, je vais les fermer. Moi, j'utilise un truc différent qui s'appelle Tmux. Vous voyez, en bas, là, il y a un certain nombre de choses. Là, c'est mon univers pour vous montrer ma démo. Donc là, je fais un ls, j'ai fait mon brew avant, super. J'ai une autre fenêtre qui s'appelle 1, qui est ma présentation. Elle est écrite en ASCII Doctor. Là, j'ai ouvert Vim dessus. Cette fenêtre, elle est séparée en deux morceaux. Là, j'ai un truc qui rafraîchit. Si je fais une modification dans ma présentation, ça va rafraîchir automatiquement ma présentation. Donc ça, c'est mon univers présentation. Si par exemple, il faut que j'édite quelque chose sur ma présentation, peut-être j'ai besoin d'une information ici, je vais pouvoir la lire, je vais pouvoir remonter ici pour l'éditer. Ah, c'est un peu petit, alors je vais zoomer. Je vais dézoomer, je redescends ici, je vais fermer ça, et hop, je suis parti. Donc on a la notion de fenêtre, on a la notion de morceau de fenêtre, et on a aussi la notion de session qui est vraiment bien parce que ça c'est mes contextes de travail. Donc là je suis en train de travailler, on va dire, mais je travaille, je fais une présentation. Donc ça c'est command line notes. J'ai mon univers communication, donc là c'est mon IRC, mes emails, ma liste de to-do à la main dans un fichier, voilà, de ce genre de choses. J'ai mon code avec les différents projets les plus importants sur Hibernate sur lesquels je travaille. Voilà. Et là, Devox, j'étais à Java RX, donc j'ai fait des petits tests. Et donc ça me permet, on peut prédéfinir, on démarre un truc et ça ouvre les fenêtres qui vont bien, etc. Donc j'ai mon univers qui est déjà existant et je peux naviguer très vite de l'un à l'autre. On va revenir à la présentation. Et puis l'autre truc qui est hyper important, c'est un éditeur sur lequel vous êtes extrêmement confortable. Moi, j'utilise Vim. Pourquoi? Parce que je suis peut-être pas assez flexible au niveau des doigts pour utiliser Emacs. Et ce que j'aime bien dans Vim, en tout cas, c'est le côté extrêmement régulier. Tout part de la notion de mouvement. Vous êtes à un endroit dans votre fichier et vous dites, voilà, je veux aller à la fin du mot, ou au mot d'après, ou au troisième mot d'après, ou à la fin de la phrase, ou à la fin du paragraphe, au début du document. Voilà, il y a plein de types de mouvements qui existent. Et à ces mouvements-là, vous allez pouvoir associer un multiplicateur. Dire, bah, je veux aller au deuxième point à la fin de la ligne. Et puis, à cette notion de mouvement éventuellement multiplié, je peux rajouter une action. Supprimer, modifier, insérer, voilà, tout ce genre d'opérations. Et ce qui est bien, c'est que quand on apprend un nouveau mouvement, on peut l'appliquer à une action qu'on connaît déjà, et vice-versa. D'accord? Donc là, D2F point, ça veut dire quoi? Ça veut dire de là où je suis, je veux supprimer jusqu'au deuxième point qu'il y a dans cette ligne-là. Avancer forward, donc avancer de 2 points. D'accord? Je vais vous faire une démo parce que c'est un peu plus logique. Donc là, je vais dans ma présentation de démo. J'ouvre mon truc, je vais voir, je crois que c'est example. Voilà, je vais ouvrir mon fichier. Et là, je vais faire un certain nombre de choses. Donc là, déjà, on voit que c'est un petit peu long. Et puis, mettons que je partage mon travail avec des gens qui ont des écrans un peu fins. Ce que j'aimerais bien, c'est... comment on dit ça? Mettre une limite pour me dire, bah là, tu es en train de dépasser, ça devient un petit peu long, d'accord? Donc ça, c'est bien, mais ça voudrait dire qu'il faut que je le reformate à la main, ce truc-là. Ben non, ce que vous pouvez faire, c'est de dire, ben voilà, je vais sélectionner ce truc-là et je vais lui dire, comme j'ai défini ma limite à, je sais plus, 100 caractères ou 80 caractères, là, je vais faire un GQ et ça va me reformater mon paragraphe pour que ça tienne bien dans les 100 caractères que j'avais définis. D'accord? Mais là, c'est vrai aussi là-dessus. Bah là, pour le coup, c'est un petit peu trop petit. Qu'est-ce que je fais? Bah là encore, je vais sélectionner. Donc, c'est le mode visuel dans Vim. Donc, c'est Shift V. J'ai sélectionné ça. Et puis, je dis, ces multiples lignes, je vais les créer en une seule. Donc, ça, c'est J majuscule. Boum. Et donc, ça, on voit que ça, c'est assez rapide à la main. Vous pouvez le faire, ça, dans votre éditeur de base. Mais juste, ça vous prend un peu plus de temps. Et donc là, on devient de plus en plus fluide. Un truc qu'on a vu là, c'est que j'ai fait une erreur. J'ai écrit very au lieu de very. Je pourrais utiliser le spell checker. D'ailleurs, on voit que c'est écrit en rouge, donc le spell checker a trouvé qu'il y avait un problème. Mais là, je veux systématiser le truc. Je vais utiliser une regex. Je pourrais l'appliquer uniquement sur une ligne, mais là, je vais le faire pour tout le document. C'est le pourcentage. Et la regex, elle dit, ben, je veux remplacer very par very à tous les éléments de la ligne.
Et paf, tout est remplacé d'un coup. Donc là, on commence à voir des choses assez puissantes. On peut aussi faire des... Alors, je vais vous montrer après, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais, ici, ça c'est intéressant. Donc là, j'ai mon système, j'ai mon truc et pardon, j'ai mon code et j'aimerais changer ce qu'il y a dans la chaîne de caractères. Donc déjà, je vais faire F, ouvrez les guillemets. Là, j'arrive directement au niveau des guillemets. Et là, je veux changer ce qu'il y a dedans. Donc je veux dire C comme changer, I comme inside, change inside et la chaîne comment on appelle ça? Les quotes. D'accord. J'ai essayé d'utiliser la version française, mais c'est pas grave. Et donc là, d'un coup, ça va tout enlever et je peux écrire Hello Devox. Je peux faire la même chose sur d'autres choses. Par exemple, la parenthèse. Pareil, là, je fais CI, ouvrez la parenthèse, ça me remplace ce qu'il y a dans la parenthèse et je commence à travailler. Et donc, tous les trucs qui sont les trucs super bien qu'il y a dans IntelliJ ou dans Eclipse qui vous permettent de remplacer intelligemment, il y en a la moitié que vous pouvez mettre à la poubelle parce que vous êtes capable d'exécuter de manière assez intelligente les modifications au niveau de votre source. Un autre truc que j'aime bien, c'est, par exemple, ici, je suis censé tout décaler de 4 espaces. Et ben, je vais faire ce qu'on appelle une modification de bloc, et je vais dire, je veux insérer 4 espaces sur toutes les lignes. Et paf, ça me l'applique. Et donc, on voit que là, je commence à être assez efficace. Mais ça, c'est sur un seul fichier. D'accord ? Alors, c'est vrai que dans Vim, c'est un petit peu pénible de passer d'un fichier à l'autre. Moi, j'utilise un plugin qui s'appelle NerdTree. Donc là, ça m'a ouvert mon système de fichiers sur le côté. Là, je vais sur le fichier licence. Je peux décider de l'ouvrir, couper en deux, faire mes modifications, le refermer, et je peux continuer à naviguer comme ça. D'accord ? Et ce qui est intéressant dans Vim, c'est qu'il est installé dans surtout, en gros, tous les serveurs, donc vous allez pouvoir éditer vos fichiers comme ça. Ce qui est aussi intéressant, moi j'ai appris Vim, j'ai pas appris Emacs, et dans ma ligne de commande, eh ben, je peux utiliser les bindings, les trucs assez intelligents de Vim dans ma ligne de commande. Donc là, je vais la copier. Et je vais ouvrir ma ligne de commande ici. Et combien de fois vous avez une ligne que vous avez écrite un peu fois d'avant, mais là, mince, il faut que j'efface le delete parce que c'est pas ça que je voulais faire. Alors vous faites arrière, vous vous endormez, vous vous réveillez, vous continuez, etc. Donc là, avec Vim ou Emacs avec les trucs équivalents, je vais 0, j'arrive au début, W majuscule, j'avance au mot d'après, DW, je supprime le mot, et hop, je suis parti. Ça, c'est extrêmement puissant. Dès qu'on fait un petit peu de ligne de commande, c'est hyper utile. Ok, ça c'était la démo Vim. L'autre truc, quand on commence à utiliser des outils en chaîne de caractères, c'est que ils sont tous configurés en point quelque chose. Donc les points Vim, points SSH config, etc., etc. Je vais juste vous en montrer un. Donc on va fermer ça. C'est le .file bash profile, c'est là où on met ces alias, ces machins, ces trucs. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est un truc qui dit, la première fois que tu démarres un terminal, vérifie que la clé RSA est déjà mise en cache. Si elle n'y est pas, demande-lui de rentrer son mot de passe. Comme ça, la première fois que je démarre une machine, je rentre ma clé RSA, puis après, il vérifie qu'elle est déjà là et j'ai plus à m'embêter. Donc, je vous encourage à investir là-dedans. Si vous cherchez .file sur Internet, vous allez voir plein de gens qui ont fait des .files à droite, à gauche, et ça va vous donner de l'inspiration. Mais de manière plus générale, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'apprendre un langage qui vous permette d'automatiser. Si ça se trouve, c'est pas Bash. Moi, j'utilise Bash parce que voilà, c'est assez puissant, très proche de la ligne de commande, et donc ça me permet de les composer de manière intelligente. Si vous êtes sous Windows, utilisez PowerShell ou ce que vous voulez. Et ça va vous permettre d'avancer et d'être de plus en plus efficace. Donc là, on va zoomer un petit peu dans le code. Je vais vous montrer certaines choses que je fais qui me permettent d'aller un petit peu plus vite à chaque fois. Entre ce que je pense et ce qui doit arriver dans le compilateur.
Premièrement, j'ai investi dans Vim, donc ça, bon, j'ai souffert, hein. Mais j'ai investi dans Vim et maintenant je suis hyper confortable. Du coup, quand je reviens vers IntelliJ IDEA, dans Eclipse ou même dans Gmail, je suis un petit peu énervé parce que je peux pas utiliser tous mes trucs super puissants de Vim. Sauf que donc dans Gmail c'est mort, mais dans IntelliJ IDEA et Eclipse, il y a des plugins qui vous permettent d'émuler Vim, donc Wrapper pour Eclipse et IDEA Vim pour IntelliJ, qui marchent plutôt bien. Il y a quelques bindings que vous utilisez avant dans IntelliJ qu'il va peut-être falloir modifier, mais globalement, ça marche vraiment, vraiment super bien. Personnellement, je crois que c'est préférable d'utiliser Git en ligne de commande. J'aime pas trop les interfaces utilisateurs. Je vous recommande d'aller lire ProGit. Vous allez comprendre les internes, enfin les choses internes à Git. Et une fois que vous comprenez comment Git fonctionne, en fait, toutes les autres commandes en fait sont assez naturelles et construites les unes au-dessus des autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut construire sa propre commande. On va voir un petit peu après, mais moi j'ai une commande qui est spécifique pour envoyer une pull request qui en fait compose plusieurs commandes Git, regarde quelque chose sur mon environnement, quelle est ma branche locale, etc., etc. Et si vous les appelez Git-quelque chose, quand vous faites Git espace quelque et vous faites de l'autocomplétion dans votre bash, vous allez avoir Git quelque chose qui va rentrer. Donc c'est une extension à Git assez naturelle. Et l'autre outil que j'utilise, c'est une interface graphique, mais en texte, qui s'appelle TIG. Et vous allez voir, c'est pour faire de la chirurgie esthétique de commit. Moi, j'aime pas trop committer un gros blob, genre voilà tous les changements que j'ai fait dans ce fichier-là. Je préfère les séparer en disant, ça c'était des erreurs de typo, ça c'était la fonctionnalité que j'étais en train de faire, etc., etc. Donc on va prendre un exemple. Qu'est-ce qu'on va faire comme exemple? Je vais d'abord vous montrer. Attendez. Oui. Un autre truc dont je vous ai pas parlé, donc ça c'est Hibernate OGM, qui est le projet sur lequel je travaille en ce moment. Quand vous lancez Maven Clean Install, vous lancez et puis c'est le moment d'aller prendre un café, hein, parce qu'il y a les tests à tourner, etc., etc. Et puis vous lisez Twitter, etc. Et puis en fait ça fait 20 minutes qu'il a fini et puis quand vous revenez, voilà, vous avez perdu 20 minutes. Donc ce que j'utilise, c'est un script qui s'appelle Remote avant, qui va cloner le repository localement dans un autre répertoire et ensuite aller dans ce répertoire et lancer MVN Clean Install. Donc déjà, l'autre avantage, ça veut dire que si j'ai fait des modifications locales, il ne va pas les voir. C'est-à-dire que ce que je vais committer va effectivement fonctionner puisque j'ai garanti que c'était sur un commit propre que je l'exécute. L'autre truc intéressant de mon remote, de mon script remote, c'est ça. Au fait, si vous ne savez pas où est un fichier, vous dites which remote et il va vous donner l'endroit exact où est le fichier pourvu qu'il soit dans votre pass. Donc là, je lui demande d'ouvrir le fichier. Là, je vais zoomer. Et le truc qu'il fait à la fin, c'est qu'il dit quelque chose. Il fait un retour. Il dit voilà, ça a réussi, ça a échoué, et il y a un retour. Et cette fonction-là, sous Mac, elle va appeler growlNotify pour mettre une notification qui va me dire, donc moi je suis en train de lire Twitter, etc. C'est la fête. Et là, paf, la notification qui dit, ça y est, ça a réussi. Et là, tu dis, ah mince, il faut que je retourne bosser. Il y a la même chose sous Linux avec les trucs natifs. Sous Windows, je ne sais pas comment le faire, mais on peut très bien imaginer rajouter ça dessus. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui. L'autre truc sur lequel il faut que vous travaillez, c'est les alias dans Git. Donc Git, il y a souvent des commandes un petit peu longues, genre checkout -b pour créer une branche à partir de la branche locale sur laquelle on est, c'est un petit peu dommage. Donc moi, je l'ai raccourci en CB. Et j'en ai un certain nombre d'autres que vous voyez ici. Un autre intéressant sur lequel je pourrais jamais me souvenir, parce que mon cerveau n'a pas assez de register pour se rappeler ça, c'est le truc qui fait ça. Je vais vous montrer ce que ça fait. Si vous êtes dans un repository ici, vous faites git tree et ça vous affiche graphiquement, entre guillemets, les commits, les différentes branches, le début, dans quelle branche il est, dans quel tag il est, etc., etc. Donc ça, c'est la version ligne de commande de l'outil graphique que vous utilisez probablement. Bon, et maintenant, on va parler de ces fameuses histoires de modification chirurgicale. Donc, mettons que je veuille modifier ce fichier, puis je m'aperçois, alors là, ce truc-là, c'est NAS34. En fait, l'utilisateur... pardon. Ce qui est bien avec Vim aussi, des fois, c'est que ça ne fait pas du tout ce que vous pensez. Ça vous permet de rester éveillé.
Et puis, je change ça, d'accord? Je sauve le fichier, super. Et puis, je vais utiliser TIG, qui est le fameux outil dont je vous parlais. Je l'utilise pas pour afficher l'historique des changements, mais je l'utilise quand je vais faire un commit qui me demande... pourquoi on voit pas mon fichier là? Ah, parce qu'il n'est pas dedans, c'est pas cool. Ça marche mieux. Voilà. Donc là, je vois que j'ai modifié le fichier. Je peux zoomer dedans et je vois les modifications que j'ai faites. Mais je ne veux pas faire un gros commit parce qu'il y a deux choses différentes. Il y en a un qui est lié à la production où l'utilisateur était mauvais, incorrect, et il y a un autre où mes alias, je les ai un petit peu améliorés. Donc là, je vais dire, écoute, je veux prendre cette ligne, je vais prendre cette ligne, et le reste, je vais l'ignorer pour ce commit-là. Et quand on voit ce qui va être commité, c'est effectivement juste ces deux lignes-là. Je vais pouvoir le commiter, update user. Et le reste c'est bon, ça va être dans un second commit. Ça vous permet de faire des commits propres, même si c'est uniquement des morceaux de fichiers que vous voulez modifier. Update aliases. OK. Dernier point, là je suis prêt à le commiter. Alors pour le commiter, il faut que je le pousse dans mon repository qui s'appelle Emmanuel sur GitHub. Ensuite, il faut que j'aille dans mon navigateur pour créer une pull request pour l'envoyer. Donc là, au lieu de ça, j'ai automatisé ça. J'ai un truc qui s'appelle git send pull request qui va regarder le truc sur lequel je suis. Et là, ça n'a pas marché parce que j'ai pas forcé. Comment on dit? Remote. Ah, mais je suis encore sur master, c'est pour ça, c'est pas bon ça. Donc là, je crée une nouvelle branche, on va dire que je l'avais créée avant, hein, vous n'avez rien vu. Voilà. Et donc là, ça a automatisé, ça a fait, bon, je regarde la branche sur laquelle tu es, j'estime que tu vas la lancer sur master, j'envoie dans ton repo local, et puis j'appelle la commande, la ligne de commande, enfin plutôt l'URL GitHub qui va bien, et là, je suis prêt, je vois mes commits et je suis prêt à faire ma pull request. J'ai pas eu à me rappeler les différentes opérations. D'accord? Donc ça, c'est hyper pratique. Paf. Alors, j'ai fini ma section code, mais j'utilise les lignes de commande pour encore d'autres choses, notamment pour mes backups. Donc, il y a des gens qui utilisent des backups avec des interfaces graphiques et des machins et des trucs. Moi, j'utilise AirSync, qui est genre l'outil de base, mais qui est éprouvé par la terre entière. Et puis, je peux même faire un truc à la time machine où je vois tel qu'il était mon système de fichiers que j'ai backupé à un instant donné. Comment on fait ça avec AirSync? Bon, on fait un petit script par-dessus ça, mais la commande essentielle, c'est ça là, c'est la dernière ligne. Ce que vous voyez, c'est que ça dit, bon, je veux copier source vers destination, et ça peut être dans des disques durs différents, voire des serveurs différents. Par contre, quand tu copies dans destination, regarde d'abord dans ce répertoire-là, et s'il se trouve qu'il y a le même fichier, avec le même timestamp ou littéralement le même fichier, tu vas pas le copier, tu vas faire un hard link dans ce répertoire-là, et qui va pointer vers le fichier spécifique et dans ce point-là. Ce qui fait que uniquement les fichiers qui ont changé vont être copiés et finalement, je vais perdre beaucoup moins d'espace dans mon système. Je vais vous faire une petite démo de ça. Alors, on va dire que je vais me rappeler de la ligne de commande, mais là, je vais la copier comme ça, je vais éviter de faire des bêtises. Donc là, c'est mon petit script qui est par-dessus, qui fait un peu plus que ce AirSync-là, parce qu'il va créer un timestamp pour chacune des choses. Donc là, quand je le tourne, ça fait le backup du répertoire example dans le répertoire backup. Quand on regarde le répertoire backup, on voit qu'effectivement, il doit être 17h34 à peu près, et qu'il y a ce répertoire qui est là. Si je regarde là, ce qui est juste un pointeur vers le dernier backup, je vois qu'il y a effectivement ces deux fichiers-là qui sont dans examples, d'accord? Si je me mets, mettons, à modifier example SSH config, je rajoute autre chose là. Donc ce fichier, il a changé et Vim n'a pas changé, d'accord? Je vais relancer mon backup. Super.
Et quand je vais dans Backup, là, on va comparer deux choses. On va comparer, attendez, 2015, ça sera mieux. Hein. On va comparer le premier backup que vous avez vu avec le deuxième. Et -i, ça va montrer le inode, c'est-à-dire le numéro du fichier. Donc là, on voit que SSH config, il est à 6000 et que le Vim, il est à 6001. D'accord? Maintenant, si je regarde 34, 35, si je regarde le backup d'après, eh ben, on voit que Vim n'a pas changé, donc c'est toujours 6001. Par contre, SSH config a changé. Donc 6001, les fichiers sont partagés, c'est un hard link, et les fichiers qui ont changé ont effectivement changé. Donc ça, c'est, j'utilise ça de manière robuste. Il y a d'autres personnes qui utilisent le même script que moi. Enfin, j'espère qu'il marche parce que tous mes backups sont comme ça depuis 1 an et demi. Non, je rigole. J'ai dû restaurer 1 ou 2 fois, donc c'est bon. Voilà, donc il y a un moment, je suis allé vraiment à fond dans la ligne de commande, y compris pour lire mes emails, avec un truc qui s'appelle Mail. Je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie de vous montrer mes emails. Ce qui est intéressant, c'est que, c'était hyper rapide et c'est décorrélé, c'est-à-dire qu'il va lire les emails dans un répertoire local. Et puis, je peux éditer mes emails avec Vim, donc avec tous les trucs super puissants. Donc là, j'ai pas à avoir de problème avec Gmail. Et pour synchroniser ce répertoire local avec mon serveur d'email propre, j'utilise Offline IMAP qui va faire toutes les 10 minutes, par exemple, la synchronisation entre ce qu'il y a sur le serveur et les changements que j'ai faits localement. D'accord? Et un autre outil que j'utilise, c'est MSMTPQ qui dit, j'essaie d'envoyer l'email dans le serveur, via le serveur SMTP. Si j'ai pas de réseau, c'est pas grave. Je le mets dans une queue et puis la prochaine fois qu'on a accès au réseau, on pousse ces emails. WeChat, c'est aussi pour l'IRC. Donc, vous pouvez utiliser un IRC graphique, mais du coup, moi, mon univers, c'est ça, quoi. Pardon. Je suis là-dedans, hop, off, communication, ok, j'ai vu, il y a la notification que quelqu'un m'a parlé. Hop, je reviens dans ma démo et je continue. Donc, je suis vraiment tout en ligne de commande en termes de vitesse, c'est assez agréable. Vous n'êtes pas obligé d'aller à fond comme ça, mais en tout cas, essayez de rajouter un peu de fluidité dans tout ce que vous êtes en train de faire. Là, je vous ai donné 2 exemples, j'ai plein d'autres scripts intéressants. Vous allez perdre du temps, peut-être parce que vous connaissez pas Bash ou ce que vous voulez, mais votre workflow va être beaucoup plus fluide et votre cerveau va pas avoir à perdre du temps à recharger, je sais pas, le code sur lequel vous étiez en train de travailler avant. Donc, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que d'autres ont fait, et puis construisez-vous votre librairie. C'est un petit peu le conseil que j'ai. J'ai réussi à ce que ça tienne, il reste 2 minutes. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Pas de questions? Yes, ouais. Alors la question c'est comment est-ce que tu es notifié? Ouais. Alors ce qui se passe c'est que tu vois, Prez, il n'a pas bougé, donc il est en gris là, donc là que je sais qu'il n'y a pas eu de changement sur le truc. Ce qui est tic qui est en noir, ça veut dire qu'il y a eu un changement au niveau de l'écran. Donc ça c'est un type de notification. Sinon j'ai Tmux alors je sais plus comment, mais qui est connecté au Groll Notify aussi, qui dit voilà. Paf, il y a eu un changement, mais ça, c'est plus global, donc c'est un petit peu plus embêtant. Il y avait plein d'autres questions, je crois. Ouais. Attends le micro d'Arnaud. Une petite question, je ne sais pas si tu pourras nous répondre ou pas, mais je vois sur les alias Git, tout le monde fait les mêmes en fait. Git CO pour checkout. Il y en a plein parmi ceux que tu nous as montré que tout le monde fait. Ouais. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ça n'intègre pas directement le corps de Git ou pourquoi c'est pas. Parce qu'il y a des pull requests à ce sujet. L'interface Git, elle est déjà assez barbue. Si tu rajoutes en plus des trucs à 2 lettres, je pense que les gens vont exploser, les gens qui viennent vont exploser. C'est tellement simple de rajouter un alias que je pense que ça n'a pas vraiment de grosse valeur ajoutée. Mais au final, ce qu'on dit, c'est que malgré que ça n'a pas de grosse valeur ajoutée, on le fait quand même. Et si on est 80% à le faire, la question c'est de savoir. Je sais pas, moi je trouve que c'est toi qui le fais, donc déjà tu t'en rappelles. Enfin, je sais pas. Ok, je comprends le principe. Il n'y a pas vraiment de raison. Ils pourraient le rajouter, mais je pense qu'à un moment, Git c'est tellement gros qu'ils ont préféré faire des choix. Dernière question peut-être?
Non? Est-ce qu'il me reste 3 secondes? Un autre truc que j'aime bien, c'est kill name. Ça kill, je mets une chaîne de caractères, ça trouve le process qui est en train de, qui a ce nom-là, et ça me les propose. Donc là, si je fais un kill name Tmux, donc ça serait pas une bonne idée, il me propose les trucs, je dis bah je veux tuer le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et ça marche. Bon là je vais pas le faire parce que voilà. Voilà, mais écoutez, merci. Alors je sais pas si on a encore un peu de temps, mais je pourrais être coupé à partir de quand vous voulez. Oui, bonjour, merci de cette présentation. Je voulais juste demander, je vois que tu travailles sur Hibernate OGM. Ouais. Est-ce que tu utilises aussi Vim pour le travail sur ce projet ou... Non, sur Hibernate OGM, j'utilise, en l'occurrence, moi je suis un utilisateur d'IntelliJ IDEA pour Java. J'utilise Eclipse pour Célon. Et tout ce qui est Bash, Perl, Ruby, ce que tu veux, je vais utiliser Vim. Mais par contre, comme je disais, donc ça c'est OGM en l'occurrence. Là, tu le vois pas, mais je suis en train d'utiliser les bindings de Vim. Donc là, par exemple, si je veux faire l'indentation, je peux faire CTRL-V, sélectionner, faire un I, rajouter blablabla. Et non, et voilà, et ça le rajoute. Donc j'ai la même puissance de Vim, sauf que j'ai aussi l'autocomplétion un peu plus intelligente, reconnaissance des méthodes qu'il y a dans IntelliJ. Et au lieu de faire CTRL-Z, ben, je fais U. Et encore un petit U, voilà. Et voilà. Voilà. Bon, ben, je pense que c'est bon. Merci si vous avez... merci. Si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, je vais rester un petit peu, et donc on peut discuter de